je vais vous parler de notre cerveau qui nous raconte de belles histoires. Et puis, peut-être commencer par dire que finalement, le titre en lui-même n'est peut-être pas très crédible non plus, puisque, en effet, ou peut-être comment on peut apprendre à penser si notre cerveau nous raconte des belles histoires auxquelles nous croyons et qui ne seraient pas crédibles. Parce que finalement, notre cerveau, c'est nous. Alors, pourquoi notre cerveau nous raconterait-il des belles histoires? Ou alors, comment est-ce possible? Est-ce que nous sommes nous-mêmes de grands interprétateurs de la réalité? Enfin bref, de celle que nous percevons et interprétons comme telle. Alors, je voudrais vous inviter au cours de cette conférence à un voyage vers les neurosciences cognitives et en même temps la psychologie clinique à partir de 3 questions. Comment est-ce que nous percevons le monde? Et comment est-ce que nous nous percevons les uns les autres? Et en somme, quel lien entretenons-nous avec la perception de la réalité, la nôtre, et parfois celle des autres, évidemment. Puis d'ailleurs, est-ce que nous parlons vraiment du cerveau, là, ou est-ce qu'on est en train de parler d'autre chose? Peut-être je pourrais poser cette question autrement pour vous inviter à ce voyage. Est-il possible, finalement, que chacun de nous ait une même perception de la réalité? Ou encore, est-ce que la réalité s'impose-t-elle à nous de la même façon? Est-ce qu'il n'existe qu'un seul réel? Autrement dit, une seule et même réalité? Est-ce que notre perception de la réalité est universelle ou est-ce qu'elle est seulement culturelle, psychologique? Et est-ce que notre cerveau participe à cette joyeuse confusion de perception en se payant notre tête? Donc ça fait beaucoup de questions et je vais essayer de faire un petit peu le ménage avec tout ça. Alors vous connaissez peut-être cette image. C'est une image qui illustre une légende asiatique qui a été reprise d'ailleurs par François Tardy dans son ouvrage Apprendre au XXIe siècle. Alors elle se résume par l'idée que 6 aveugles, ou si 6 aveugles se trouvent face à un éléphant qui touche une partie de son corps, ils auront une représentation différente de ce qu'est un éléphant. Celui qui touche le flanc se représentera l'éléphant comme un mur. Celui qui touche la trompe se représentera un serpent. Celui qui touche une défense se représentera l'éléphant comme une lance. Celui qui touche un genou se représentera l'éléphant comme un arbre. Celui qui attrape la queue de l'éléphant se représentera l'éléphant comme une corde. Celui qui touchera l'oreille se représentera l'éléphant comme un éventail. Bref, les 6 aveugles ont bien du mal à déterminer ce que pourrait être vraiment un éléphant. Et un sage qui passait par là comprend leur difficulté à définir ce que peut être un éléphant, mais partage avec eux l'idée que finalement, tous disent vrai dans leur définition. En somme, chacun détient une part de la vérité. Alors, comment s'accommoder de regards multiples ou de perceptions multiples, de vérités multiples? Comment accepter ce que nous percevons nous dérange parfois, ou ce que nous percevons de la réalité des autres nous déconcerte au point d'en avoir le vertige. Et peut-être que, puisqu'il s'agit bien de cela, il s'agit de la conscience, que fait donc notre conscience? Est-ce qu'elle nous aide à percevoir l'avenir? Parce que finalement, son boulot à la conscience, c'est de nous rendre conscients, évidemment. Et pourquoi est-ce que nous ne serions pas conscients de la même chose? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la conscience? Alors, j'aime bien une définition de Stuart Sutherland dans International Dictionary of Psychology qui la définissait ainsi. Il disait « La conscience, c'est le fait d'avoir des perceptions, des pensées, des sentiments. Le terme est impossible à définir, sauf en termes qui sont eux-mêmes inintelligibles si l'on ne sait pas ce que signifie la conscience. Rien de valable n'a jamais été écrit à ce sujet. » Bon, eh bien, voilà, nous voilà bien. Et en effet, au fur et à mesure des études sur le cerveau, eh bien, ce concept de conscience évolue et il est perçu différemment selon que l'on se réfère à un champ disciplinaire particulier, comme celui de la psychanalyse, par exemple, ou celui des neurosciences. Mais je vais emprunter une définition de la conscience que j'aime bien aussi, qui est proposée d'ailleurs par Lionel Nakache, qui est neurologue à la Salpêtrière et qui est chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qu'il propose dans son dernier ouvrage qui s'intitule « Le cinéma intérieur ».
projection privée au cœur de la conscience. Donc, vraiment, je vous incite à lire cet ouvrage qui est une merveille. Et il dit ceci. Il dit la mémoire est une farandole interrompue de fiction, interprétation, croyance, et dont la plupart des ressorts demeurent inconscients et donc peu accessibles à notre introspection. Au cinéma intérieur, donc le nôtre, nous sommes les auteurs du film que nous percevons. Ce film, qui n'existerait pas sans son observateur, nous, est activement influencé par son contenu, par celui qui le perçoit. Et au cinéma intérieur, nous sommes la caméra, nous sommes présents au montage, nous sommes le projecteur, nous sommes la salle, nous sommes les spectateurs. Et il ajoute, lorsque nous sommes conscients, nous sommes toujours conscients de quelque chose. Et ce contenu de notre conscience dépend de cette capacité cognitive, réflexive, qui consiste à se rapporter à soi-même ce que l'on vit. Et donc, très souvent, la conscience influence ce qui pourtant lui échappe et lui est totalement inconnu. Et il s'agit, dit-il, à mon sens, l'une des découvertes contemporaines les plus fécondes au sujet des relations entre les pôles conscients et inconscients de notre esprit. Bref, nous inventons ce dont nous n'avons pas conscience, nous en prenons conscience et nous croyons ainsi tout voir. Donc, nous inventons le monde, ou du moins, nous l'interprétons à notre image. Et finalement, quand est-ce que cette histoire d'interprétation du monde commence-t-elle? Eh bien, j'ai envie de vous ramener à Jacques Meller, maître de Stanislas Dehaene, qui est un psychologue cognitiviste français, qui nous a quittés en 2020, qui fait cette hypothèse intéressante. Il dit, mais nous avons un corps qui est muni d'une anatomie, d'organes spécialisés, et de même, dit-il, bien, nous venons, ou pense-t-il, nous venons au monde avec une anatomie de l'esprit propre à notre espèce. Une série de fonctions cognitives dont, ça c'est très important, l'architecture générale est déjà en place à la naissance et qui s'épanouit au contact d'un environnement donné. Et les recherches scientifiques, en effet, tentent à prouver que le cerveau du bébé a déjà toutes les compétences cognitives à la naissance. Son bagage génétique contiendrait des informations qui détermineraient ses toutes premières acquisitions et qui organiseraient l'ensemble de son appareil cognitif. Et donc, le bébé dispose déjà, par exemple, à sa naissance, d'un modèle de la physique, des moyens de mesure de calcul, d'un schéma de prototype de visage, d'une grammaire universelle. Et donc, l'enfant naît avec une organisation neuronale qui est déjà établie à sa naissance. C'est le fruit de l'évolution. Et Stanislas Dehaene, lui, parle de recyclage neuronal qui s'est organisé au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité et qui a enrichi justement toute cette organisation neuronale. Donc, bébé est déjà très savant à sa naissance. Et il va déjà se conduire comme un petit chercheur. Et cette organisation neuronale va déjà lui permettre de produire des intuitions, ou d'avoir des intuitions et de produire des hypothèses sur son petit monde qu'il va vérifier, qu'il va expérimenter grâce à son interaction avec l'environnement. Bébé a des neurones qui se construisent comme des algorithmes, mais des algorithmes capables d'anticiper le monde. Et donc, le cerveau de bébé est déjà un statisticien de haut niveau qui compile des tas d'informations, qui les transforme et qui crée de nouvelles hypothèses pour appréhender d'autres réalités du monde. Et donc, le cerveau du bébé qui est capable de faire une synthèse de toutes ces informations disponibles, et chaque fois qu'il traite d'un événement du monde extérieur, donc je projette, je vous le disais, mais si elles sont validées, il va les généraliser jusqu'à temps qu'une autre réalité vienne à nouveau les invalider. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Parce que bébé apprend parce qu'il projette. Il projette des hypothèses pour comprendre son environnement. Il apprend à projeter pour résoudre des problèmes parce que son environnement lui retourne une réalité qu'il va devoir modifier. Il va devoir modifier ses évidences cognitives et psychiques, mais aussi il va comprendre très rapidement les comportements, les réactions de son entourage, et il va aussi en faire une généralité. C'est un comportement qu'il va se donner après à lui-même. Donc le cerveau de bébé scanne en quelque sorte toutes les informations qui sont à sa disposition et c'est le début d'une très très belle histoire d'humanité.
celle de grandir, celle de se faufiler un peu comme il peut dans ce monde, d'évoluer dans un monde qu'il ne peut pas anticiper sur un avenir lointain, bien sûr, mais il peut participer à son évolution grâce à la grande créativité de sa pensée. Et nous, adultes, eh bien, nous, adultes, nous poursuivons ce travail tout au long de notre vie. En somme, chacun de nous, nous modifions aussi nos évidences toute notre vie. Oui, mais cela, c'est en théorie, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au fur et à mesure de notre vie, nous allons évoluer dans une culture, une famille, une école, un environnement qui va évidemment façonner notre vision du monde et parfois la rigidifier. Est-ce que, alors, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'évolution, nous allons devenir. Alors, j'utilisais le mot rigidifier. Est-ce que devenir veut dire se rigidifier? Alors non, non, parce que certes, rigidifier est peut-être un petit peu trop fort, mais néanmoins, pour dire qui nous sommes et dire ce en quoi l'on croit, pour justifier nos conduites, nos raisonnements, eh bien, nous allons nous appuyer sur des références que nous allons considérer comme logiques. Nous allons organiser notre pensée de façon parfois trompeuse et nous allons pourtant nous en accommoder finalement pour prendre position, pour justifier des décisions ou encore interpréter des événements. Et entre ce qui est plausible, prévisible, hypothétique, entre ce qui est conscient ou ce qui se joue à notre insu, s'ouvre un vaste espace de combinatoire dans lequel voyage notre cerveau pour traiter des informations et envisager des réponses néanmoins très personnelles. Et donc, le cerveau traduit des informations recueillies par notre environnement que nous nous chargeons donc d'interpréter. De fait, sans que nous en prenions conscience, dès lors que ces informations recueillies sont contradictoires, eh bien, nous pouvons nous engager dans des processus de résistance pour lutter contre la remise en cause de certaines de nos certitudes ou nos habitudes de pensée, et parfois retrancher derrière une forme de rigidité cognitive, nous pouvons même développer une forme de cécité face à des nouvelles informations ou, de façon plus subtile, notre cerveau peut opérer une forme de tri et ne prendre en considération que les informations conformes à nos croyances, c'est-à-dire à notre vision du monde, même si elle est totalement erronée. Et en dernier recours, finalement, il lui reste la possibilité de nier le problème. Mais pourquoi est-ce que nous ferions ça? Eh bien, sans doute parce qu'il est très, très difficile de vivre avec des sentiments d'inconfort psychologique et cognitif. Et puis, pour maintenir un équilibre intérieur entre soi et la représentation du monde, eh bien, l'humain va chercher à réduire cet inconfort au prix de se raconter des histoires pas toujours crédibles. Déjà, au milieu des années 50, le psychologue américain Festinger avait déjà mené des recherches sur l'interprétation de la pensée. C'est ce qu'il a. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelait La théorie de la dissonance cognitive. Et plus tard, dans les années à peu près 70, Daniel Kahneman et Amos Tversky dressent, eux, un inventaire des situations où notre cerveau est susceptible de suivre des raisonnements tout à fait irrationnels dans le domaine économique, puisque ce sont des économistes. Et ces erreurs systématiques qui affectent notre raisonnement d'adulte prennent le nom de biais cognitifs. Le sociologue et philosophe américain George Marshall a fait une expérimentation assez étonnante. Il a illustré ces biais cognitifs après avoir posé la question à un certain nombre de personnes. La question était: croyez-vous que le changement climatique influencera l'avenir de la planète? Alors, Marshall recueille une incroyable quantité de réponses différentes et contradictoires, que ce soit d'ailleurs dans le monde politique, dans le monde scientifique ou celui de tout un chacun à travers les réseaux sociaux. Alors certains nient totalement le problème, tandis que d'autres reconnaissent les changements climatiques sans prendre la moindre décision de changement de comportement. Et donc la représentation du concept de biais cognitif
évoquent une espèce d'arrière-goût, de distorsion, de paradoxe, de pensée irrationnelle ou encore de jugement erroné. Alors, est-ce qu'il y aurait une pensée exempte de biais cognitifs qui aurait le mérite d'être rationnelle, sans ambiguïté, juste incontestable, exact? Eh bien, non, parce que c'est sans doute totalement impossible. Et le cerveau des enfants n'échappe pas à l'interprétation due à l'influence de son environnement au sens très large. Et les enfants n'échappent évidemment pas non plus aux interprétations de la réalité que son entourage lui retourne. Il se construit aussi avec ça. Et c'est paradoxalement une bonne chose. Parce que toutes ces informations que reçoivent les enfants sont comme un tuteur, ça consolide, ça apprend à tenir debout, à lire le monde avec la langue de sa culture. C'est le cadre qui est le sien. Mais évidemment, les enfants vont devoir affronter d'autres réalités, d'autres mondes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont à l'école. Ces autres réalités peuvent fragiliser les enfants parce que c'est comme si leur stabilité établie avec le temps était chamboulée. Mais finalement, le propre du vivant, c'est d'être en interaction avec tous les environnements, échanges qui le nourrissent, qui l'enrichissent, mais parfois qui l'affectent et le blessent. Et c'est sans doute la force de la vulnérabilité de l'humain. L'adaptation aux environnements ne va jamais sans blessure ou sans souffrance, mais elle est source de plasticité au sens large, c'est-à-dire la capacité à se réorganiser pour continuer, pour se transformer et pour avancer, évidemment. La flexibilité psychique et cognitive est évidemment aussi, et peut-être surtout, l'affaire de l'école. Parce que cette vulnérabilité vis-à-vis du monde qui change s'accompagne tout autant que s'accompagnent les apprentissages. Lorsque le beau Rafael Nadal joue au tennis et qu'il doit retourner une balle à son adversaire, eh bien, il ne va pas prendre le temps de calculer la vitesse de déplacement de la balle dans l'espace, ni calculer sa trajectoire. Parce que s'il le faisait, eh bien, il raterait toutes ses balles. Son cerveau est capable de faire ça parce que il a ce beau Rafael Nadal des milliers d'heures d'entraînement. Kahneman, dont je parlais tout à l'heure, parle du système 1 de la pensée. C'est efficace pour peu que les encodages soient consolidés, et les milliers d'heures d'entraînement de Nadal ont permis à son cerveau d'anticiper tous les jeux possibles de centaines d'adversaires différents auxquels il s'est confronté. Donc il ne réfléchit plus, son cerveau fait tout seul. Mais pour y arriver, il y a eu beaucoup de balles ratées. Si le système 1, c'est-à-dire ce qui est produit par notre algorithmicité du cerveau, c'est-à-dire ce qui est logique, ce qui n'est pas réfléchi, c'est la réponse qui, enfin, c'est quelque chose que l'on fait sans en être conscient, comme par exemple conduire une voiture. On n'est pas conscient de conduire une voiture puisqu'on peut discuter avec un voisin quand on conduit une voiture. Donc c'est notre cerveau qui prend en charge. Donc si le système 1 produit des compétences physiques que le cerveau prendra en charge, comme attraper les balles, eh bien, sur le même modèle, il produit aussi de la pensée. Ce sont, par exemple, toutes nos logiques de pensée. C'est Hervé Schneevesch qui, mercredi, posait le problème de la balle et la batte qui coûtent 1,10 € ensemble. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? 10 centimes. Non, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, c'est le système 1 qui nous donne une réponse qui n'est pas du tout réfléchie. Donc, le système 1 a des logiques de pensée, mais celles qui permettront au cerveau de penser ensuite tout seul, en quelque sorte. Mais avant cela, avant que le cerveau puisse produire de la pensée, une pensée cohérente, le cerveau a réalisé quelque chose d'indispensable. Comme pour Nadal, il s'est beaucoup trompé, il a fait beaucoup d'erreurs. Donc l'erreur en apprentissage, ce n'est pas un bug du cerveau, c'est une pépite cognitive essentielle à la réflexion, à la remise en cause de ces évidences de pensée, du traitement de l'information du système 1. Nous pensons tous de manière non consciente, puis il y a un autre système qu'on appelle le système 2 et qui nous permet d'apprendre, de prendre du recul. Parce que l'enjeu de l'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, est justement de faire prendre conscience
de la nécessité de modifier des évidences de pensée. En d'autres termes, passer du système 1 au système 2, c'est-à-dire de faire évoluer les représentations du monde, à prendre conscience que ce qui fait sens pour soi, d'ailleurs ne fait pas forcément sens pour l'autre, mais le système 2 est coûteux en énergie, parce qu'il oblige à reconsidérer ses évidences et à faire évoluer sa pensée, et le cerveau est un petit peu fainéant. Donc le monde n'est pas linéaire, et surtout, il laisse des angles de vue, beaucoup d'angles de vue qui sont aveugles. Notre vision du monde est forcément restreinte à notre monde intérieur et à notre représentation du monde. Et donc l'école a sans doute le devoir de faire comprendre aux enfants qui vont grandir que le monde n'est ni si logique, ni si linéaire qu'on pense. Et ce n'est pas si simple parce que l'école, elle aussi, a une vision linéaire du développement. Le programme est une vision du monde, mais il n'est pas le monde. Il n'est ni vraiment son histoire, d'ailleurs, ni vraiment son futur. Il est une interprétation de l'histoire et du futur. L'interprétation du monde est nécessaire, évidemment, parce qu'elle donne une vision du monde, mais une vision du monde à un moment donné de son évolution, de son interprétation. Et alors, travailler entre le système 1 et le système 2, c'est ce qu'on appelle en neurosciences la métacognition, qui est différente des sciences de l'éducation. C'est la capacité de se distancer de ces évidences de pensée. Et donc, accepter les angles morts de ces visions est un défi parce que finalement, il s'agit pour les êtres humains d'avancer un peu à l'aveuglette. C'est le mythe de Janus, le tiraillement entre l'avant et l'après. L'avant est perçu, l'après est une aventure dont on ne connaît pas vraiment l'issue, mais c'est justement pour ça qu'elle est essentielle. Les algorithmes calculent, ils n'imaginent rien. L'humain, lui, dispose de cette merveilleuse capacité à imaginer son futur. Et donc, se projeter dans le monde suppose de repérer et de se distancer de ces évidences cognitives, sociales et psychiques, sous peine que le monde soit un éternel recommencement. Donc, l'apprentissage se joue entre le système 1 et le système 2. C'est d'ailleurs la définition que l'on pourrait donner à la métacognition, je le disais, apprendre, c'est pouvoir mesurer la différence entre ce que je croyais savoir et ce que j'ai appris de nouveau. Et ça, c'est du domaine du conscient, ce n'est pas du domaine de l'inconscient. Finalement, qui sommes-nous? Peut-être que qui croit se connaître se trompe, ou qui croit se connaître ou connaître le monde se trompe. Soit la connaissance de soi et de son rapport au monde ne s'atteint peut-être jamais, il y a trop d'angles morts. Pour reprendre les paroles d'Edgar Morin, nous avons une forme d'infirmité congénitale de la connaissance, mais aussi une forme d'infirmité congénitale de soi et donc du monde. Mais peut-être que c'est pas cela qui est finalement si important. Mais qu'est-ce qui pourrait être important alors? Je ne sais pas, mais en tout cas, le monde existe en dehors de nos incohérences d'humains. Mais parfois, pour tenir debout, eh bien, nous pourrions exiger qu'il soit conforme à notre cinéma intérieur, selon l'expression de Lionel Nakache. Nous pourrions aussi exiger que les autres soient conformes à notre monde intérieur et que le monde soit à notre image. Et c'est sans doute là une des grandes fragilités de l'être humain. Catherine Vidal, dans sa conférence de lundi, nous invitait à nous interroger au sujet des innovations bénéfiques pour réparer les humains, mais aussi sur celles qui visent à transformer les individus et menacent leur liberté d'agir et de penser. Parce que sans doute, il s'agit bien de cela. Les GAFAM mettent à notre disposition des milliards d'informations que notre cerveau interprète, évidemment, priorise, pour conforter notre système de récompense, pour conforter nos croyances, que l'on soit expert ou non de ces informations. Et à l'avenir, le GAFAM ne sera évidemment pas le seul à maîtriser le marché du numérique, mais cette prise de conscience de ce qui se joue dans notre cerveau lorsque nous réfléchissons, lorsque nous prenons des décisions, je crois, doit être une information prioritaire pour l'école du futur et sans doute que l'école devrait en faire une affaire de priorité absolue parce qu'en effet, il s'agit de notre liberté d'agir et de penser. Il s'agit de la préservation de notre humanité en tant que sujet pensant. Et Spinoza disait avec sagesse que personne ne peut nous enlever ou vous enlever votre liberté de penser. Vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laissez jamais quelqu'un penser pour vous.
Et finalement, eh bien, moi, je ne vois pas d'autre définition aujourd'hui avec ces mots-là, de Spinoza en particulier, et de cette nécessité de comprendre la différence entre le système 1 et le système 2. Je crois que, comme je disais, je ne vois pas d'autre définition à ce que l'on appelle aujourd'hui apprendre à apprendre. Je crois que c'est ça, apprendre à apprendre. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal pour cette belle histoire que tu viens de nous raconter. On va prendre désormais des questions dans le chat essentiellement parce que nous sommes nombreux, mais on peut aussi laisser la parole à ceux qui le souhaitent. Je vais peut-être commencer, Pascal. Moi, j'en ai une de questions qui revient sur les deux systèmes que tu viens de nous présenter, mais aussi sur l'organisation de notre cerveau et sur l'impact qu'ont nos cultures, nos habitudes, nos croyances aussi parfois sur l'évolution même de notre pensée. La question précisément, Joseph, excuse-moi. Et quel impact ont tous ces éléments-là sur notre cerveau et sa plasticité en fait? Alors justement, le fait de pouvoir réinterroger ces certitudes, ces croyances, participe à cette plasticité ou cette flexibilité mentale. Parce que, alors, ce qui est assez injuste, j'ai envie de dire, si je reviens au domaine scolaire, mais parce que les enfants qui élaborent une connaissance ou une pensée à la sueur de leur front et contents d'arriver à élaborer une pensée, quand par exemple les enfants ont peu de mots et qu'ils ont réussi à faire cette très grande exercice effort de pensée, on leur dit oui, mais ce que tu comprends, ce n'est pas ça qu'il fallait comprendre. Et il y en a qui tombent par terre pour moins que ça. Et du coup, le fait de pouvoir les accompagner justement pour modifier cette pensée-là, et quand je disais que c'est injuste, ça veut dire que plus un enfant a des difficultés, plus ça va être compliqué pour lui d'accepter de modifier sa pensée. Et plus les enfants sont plutôt à l'aise avec la pensée, plus ils vont accepter de modifier leur pensée. Et donc, en termes de plasticité, la nécessité d'accompagner les enfants qui sont quelquefois enfermés dans ce système 1, qui n'osent pas s'engager dans la modification de leurs croyances parce qu'ils savent ce qu'ils savent, mais ils ont beaucoup de mal quelquefois à atteindre d'autres types de connaissances. Cet accompagnement est important parce qu'en plus, ça favorise la plasticité cérébrale. Et plus on est capable de jouer avec la pensée, plus on est capable d'appréhender des contenus disciplinaires différents. Merci. Alors, Sophie nous dit dans le chat, est-ce que tu proposes des formations sur la place à donner à l'erreur dans les pratiques pédagogiques? C'est sans aucun doute l'élément le plus important de l'apprentissage, parce que je disais tout à l'heure que le cerveau s'organise en algorithme, en algorithmicité. Ça veut dire que le fait que le cerveau de l'enfant soit une forme d'algorithmicité cérébrale, cela lui donne cette très grande capacité d'anticiper et de faire des hypothèses sur le réel, en fait, sur ce qu'il vit. Lorsque l'hypothèse qu'il a produite s'avère être une erreur, eh bien, c'est absolument extraordinaire, puisque c'est cette erreur qui lui permet finalement de comprendre qu'il peut s'y prendre de manière différente. Et du coup, cette erreur, on la sanctionne. On est dans une logique scolaire qui sanctionne l'erreur, mais ça n'a pas de sens puisque c'est une production cérébrale. Au contraire, c'est avec cette production cérébrale qu'on fait avancer les enfants, qu'on fait avancer les élèves et qu'on fait avancer les élèves, qu'on fait avancer. Tout le monde avance avec ses erreurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est possible d'apprendre sans erreur. Le noyau de la transformation du cerveau, c'est l'erreur. Alors, Julien nous demande si tu as des exemples de pratiques de classe qui permettent d'aider les élèves, que ce soit en collège ou en lycée, à inhiber leur heuristique et s'engager dans une pensée plus distanciée, algorithmique notamment. Alors, sans rentrer dans des protocoles extrêmement compliqués, je crois que le seul fait de demander aux élèves, avant de commencer à travailler sur un concept particulier,
et de travailler sur leur propre représentation. C'est-à-dire que quand on fait le tour des représentations des élèves dans une classe, souvent on est très très surpris de ce qu'on entend, de leur représentation des concepts. On est tout à fait, c'est assez extraordinaire, c'est à tomber par terre quelquefois. Mais il n'empêche que c'est à partir de leur représentation qu'ils vont construire la connaissance. Donc le meilleur moyen de prendre conscience de ce qui se joue dans le système 1 et le système 2, c'est de toujours faire verbaliser les élèves au sujet de leur représentation et à la fin d'un apprentissage, de leur demander de mesurer la différence entre ce qu'ils pensaient savoir et ce que finalement ils ont appris. Il faut que ce chemin-là soit conscient. Il faut que ce soit du dit, pas du non-dit. Il faut que l'élève prenne conscience de cette transformation-là. La transformation se met en mots, la transformation se met en conscience. Il faut que l'élève puisse vivre tous les jours qu'il est en train de modifier sa pensée parce que c'est exactement ça ce qui se passe pour lui. C'est finalement une démarche scientifique qu'on lui demande à l'élève. Relever ses représentations initiales, se questionner, imaginer des problématiques, expérimenter, revenir. C'est un petit peu ça dans sa pensée finalement. C'est exactement ce que font les chercheurs. Et les bébés sont déjà des chercheurs. Les bébés fonctionnent comme ça. Et donc, les bébés se posent des questions tout à fait spontanément. Et lorsque l'enfant va grandir, il va aller dans une école où finalement, on ne lui laisse plus trop la possibilité d'être chercheur. On lui apporte beaucoup de réponses à des questions qu'il ne s'est d'ailleurs jamais posées, mais il n'est pas chercheur. Et il va intégrer des informations extrêmement rapidement, comme si tous les élèves étaient un. Mais chacun d'entre nous, nous avons des représentations, des connaissances extrêmement différentes. Même quand nous appartenons à la même culture, que nous parlons la même langue, voire même que nous appartenons à la même famille, les enfants d'une même fratrie ne comprennent pas les mêmes choses. Parce que leur cerveau n'a pas projeté les mêmes hypothèses depuis qu'ils sont tout petits et ils n'ont pas eu les mêmes réponses. Donc cette algorithmicité est très différente chez tous les individus. D'où la nécessité de comprendre ce qu'ils comprennent. Et en fait, apprendre, c'est pas imposer une connaissance, c'est demander à l'enfant ce qu'il sait pour pouvoir la transformer, pour pouvoir l'aider à la transformer. Guillaume nous te demande la réflexion et l'analyse critique n'ont-elles pas alors une place critique dans l'éducation? Si, mais quand on parle d'analyse critique, je ne sais pas pourquoi ce mot m'effraie, faire une analyse critique. C'est très intéressant l'analyse critique si on associe le fonctionnement du cerveau. Si c'est juste l'analyse critique de texte, de réflexion, de connaissance, c'est intéressant, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut que les élèves comprennent ce qui se passe dans leur cerveau quand ils réfléchissent. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui se joue dans le cerveau. Les élèves ont besoin d'avoir cette information-là. Guillaume a levé la main, je crois qu'il souhaite intervenir. Guillaume? Oui, excusez-moi, bonjour. Bonjour. J'avais espéré pouvoir parler directement pour que ce soit plus simple. Tout d'abord, je me présente, je suis un étudiant en master de psychologie et neurosciences. Et donc, je m'intéresse beaucoup justement à la question de la plasticité. Et par rapport à ce que vous venez de dire sur l'analyse critique, si on relie tout simplement des actions de tous les jours, telles que la réflexion et l'apprentissage actif, et qu'on va associer cela à des phénomènes tels que une régulation bidirectionnelle de l'activité neuronale, qui est à la source de la plasticité neuronale. Est-ce que justement, il ne faut pas favoriser tout simplement cette analyse critique, que ce soit associé consciemment ou non à savoir ce qui se passe dans notre cerveau? Bien sûr, mais bien sûr que l'analyse critique est importante, mais j'ai envie de répondre à ça que notre plasticité a des limites. Notre plasticité est aussi limitée à nos biais cognitifs.
Nous n'avons pas, bien sûr, il y a une plasticité, vous le savez bien, d'ordre biologique, mais notre plasticité peut être limitée par nos biais cognitifs, d'où la nécessité de dire ce qu'on pense quand on pense, ou de dire comment on pense quand on pense, ou pourquoi on pense comme on pense. Je pense qu'il faut associer ces deux choses. Est-ce que cela n'est pas de l'analyse critique? De l'analyse de sa propre réflexion. Après, je suppose que les définitions varient, mais... Oui, elles varient, elles sont très différentes selon les champs. Alors, sans doute, on n'a pas le temps de discuter de ce qu'on appelle l'analyse critique. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il me semble important que, en termes de savoir, de comprendre ce qu'on appelle l'analyse critique. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour les élèves, c'est important qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur cerveau aussi. D'accord, je comprends. Merci. Pour aller un petit peu plus loin, Pascal, est-ce que tu peux nous dire aussi ce qu'amène la motivation chez l'élève en termes de... quel impact ça a sur la plasticité cérébrale, la motivation? Alors, je ne sais pas si ça a un impact sur la plasticité cérébrale, sans doute que si, je ne sais pas s'il n'y a pas un impact d'ailleurs sur la plasticité cérébrale, mais la motivation, c'est autre chose. Ça fait partie du processus d'apprentissage, évidemment. Mais la motivation est liée au système de récompense. Ça veut dire que lorsqu'un enfant lorsque le cerveau d'un enfant a encodé qu'un apprentissage va lui procurer du déplaisir, eh bien, son cerveau qui a la mémoire de cet apprentissage, puisque notre cerveau passe son temps à analyser ce qui se passe et à faire des hypothèses, son cerveau va se souvenir que finalement cet apprentissage est négatif. Alors, pour faire simplement, cela ne dégage pas l'hormone de la dopamine et n'engage pas ce mécanisme de la motivation. Alors, c'est sans doute plus simple, plus compliqué que ça, j'explique les choses un petit peu simplement, mais pour dire que la motivation, c'est avant tout un phénomène biologique. Ça veut dire que parce que c'est lié au système de récompense. Et c'est pour ça que si les enfants sont inactifs dans l'apprentissage, je ne suis pas sûre que ça mobilise leur motivation, sauf quand ils sont sûrs de réussir leurs apprentissages parce qu'ils ont les bons codes, de l'école, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils ont les mots. Et l'apprentissage, là, du coup, le système de récompense, c'est je vais réussir ce que je vais redonner ou ce qu'on va me demander. Donc, ça active le système de récompense. Ils savent que ça marche comme ça. Mais pour un enfant qui n'a pas les mots, qui n'a pas les codes, qui a des difficultés d'apprentissage, alors que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, lui, son système de motivation ne sera pas activé de la même façon parce que son cerveau va faire un projet d'échec. Et ça ne libère pas la dopamine. Et effectivement, il y a des effets sur la motivation. Donc, la motivation, c'est avant tout un phénomène biologique avant d'être quelque chose de psychologique. Donc, il y a des enfants qui arrivent à se motiver quand ils font par exemple du sport de haut niveau ou lorsqu'ils jouent d'un instrument de musique et qu'ils vont devenir des professionnels. Ils sont capables de se dire peut-être que je vais avoir une récompense dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ça en vaut la peine. Mais lorsqu'il n'y a pas ce travail à long terme avec des récompenses quasiment quotidiennes parce qu'ils réussissent finalement leur performance artistique ou physique, lorsqu'il n'y a pas cette possibilité-là, se motiver pour un apprentissage qui lui retourne de l'échec, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué pour les adultes d'aller travailler tous les jours pour faire un travail qui ne les intéresse pas. Ou pour faire un travail, pour aller à l'école tous les jours, pour se faire entendre dire que finalement, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. C'est difficile pour un adulte de faire ça, mais c'est encore bien plus compliqué pour un enfant qui, lui, ne le verbalisera pas de la même façon. Mais la motivation est totalement essentielle. Évidemment. Alors, d'autres questions? Saïd, je vois qu'il lève la main. On vous donne la parole. Merci. Tout d'abord, on remercie Pascal pour cette intervention qui est succulente et intéressante. Moi, comme prof de langue en classe, j'utilisais pas mal de pédagogie et je veux poser une petite question. Peut-on considérer
que les approches pédagogiques telles que le brainstorming ou la pédagogie de l'erreur, le transfert didactique qu'assure l'enseignant avec les élèves de partir de ce qu'ils savent à un savoir qui est académique. Peut-on considérer tout cela qu'elle assure le passage du système 1 au système 2? En fait, quelle que soit, la pédagogie, c'est une organisation. C'est une organisation de la classe, c'est une organisation de la communication. Donc, tout ce que vous précisez là, ce sont des organisations pédagogiques. Et quelles qu'elles soient, elles sont nécessaires au système 1 pour aller du système 1 au système 2, si effectivement, elles reposent sur une analyse réflexive. L'analyse réflexive, c'est un retour sur soi. C'est ce qui permet de dire, encore une fois, de répondre à la question « comment je pense et pourquoi je pense ?» Et quelles que soient les pédagogies, si effectivement elles favorisent ce retour vers soi pas de manière égocentrique, hein, mais cognitive et psychologique, elles sont favorables à ce passage du système 1 vers le système 2. Et je crois que les enseignants ont de la créativité pédagogique absolument exceptionnelle pour ça. Ils sont capables de créativité pédagogique, de grande créativité pédagogique. D'accord, merci. Pour continuer, dans le chat, Estelle nous demande, est-ce que la mobilisation écrite et la mobilisation orale ont les mêmes répercussions sur notre cerveau? Oui, dans la mesure où il y en a certains qui sont plus à l'aise avec l'écrit et d'autres qui sont plus à l'aise avec l'oral. Je crois qu'il faut donner le maximum de chance aux élèves d'utiliser toutes les fonctions cognitives qui sont nécessaires à la verbalisation de leurs pensées. Et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il y a des cultures qui privilégient plutôt l'un que l'autre, mais pour le cerveau, il n'y a pas un système qui serait plus favorable qu'un autre. Et le regard porté sur les enfants par les autres, par ceux qui les accompagnent, par leurs parents, quel impact ça a sur le développement cérébral? Et les enseignants. Le regard, c'est une seconde naissance. Quand l'enfant naît, il naît, physiquement, il est là, mais ce qui donne la sève à sa vie, c'est le regard. Un enfant sans regard, c'est un enfant qui ne peut pas vivre. On se souvient de cette horrible expérience au temps de Ceausescu dans les orphelinats roumains, où l'expérience qui avait été réalisée consistait à dire, ben voilà, il y a des enfants, vous ne les regardez pas, vous ne les touchez pas, vous leur donnez à manger, c'est une gamelle par jour, qui était une gamelle. Et les enfants se sont tous développés comme des pseudo-autistes, donc pas des autistes. Ils ne sont pas nés autistes, mais ils sont devenus autistes, donc pseudo-autistes. Et parce qu'il n'y avait personne, il y avait personne. Et quand il n'y a personne, on ne peut pas vivre. Et vaut mieux ne plus vivre. Le regard, je crois que c'est ce qui est totalement essentiel. Dans le regard, on dit tout, on dit tellement de choses dans le regard que celui qui est regardé traduit aussi, encore une fois, avec son interprétation du monde, mais il traduit, j'ai presque envie de dire, le sens de son existence, le sens de la vie. Le regard est totalement essentiel à tout humain. C'est fondamental. Et derrière le regard, il y a la pensée. La manière dont on regarde un enfant dit beaucoup de ce qu'on pense de lui. En tout cas, l'enfant est capable de décrypter très facilement ce qu'il y a derrière le regard. Comme on dit, il y a des regards qui tuent, hein, mais il y a aussi des regards qui font vivre admirablement bien. Allons plus loin dans la provocation, Pascal. Donc, tout ne se joue pas avant 6 ans. Absolument. Tout se joue avant 100 ans. Non, nous sommes tous capables d'évoluer tout au long de la vie. Et c'est absolument extraordinaire. Nous sommes capables de neurogénèse, de plasticité cérébrale tout au long de notre vie, et d'où la nécessité de ne désespérer de personne, que ces personnes soient des enfants ou des adultes. Nous allons évoluer tout au long de la vie différemment. Heureusement que nous ne sommes pas tous clonés. Nous allons tous évoluer tout au long de la vie, avec le regard. Benoît te pose la question, est-ce que la honte que peut ressentir un jeune sur lui-même est une des raisons de sa dépense d'énergie pour ne pas poser de questions? Je n'ai pas compris le verbe. Est-ce que la honte est une raison pour? Est-ce que la honte que peut ressentir un jeune homme sur lui-même est une des raisons de sa dépense d'énergie justement pour ne pas poser de questions? Oui, sans doute la honte, comme tous les sentiments négatifs, bien sûr.
il y a des tas de raisons, alors vous parlez de la honte, mais des tas de raisons à la honte qui sont… Alors la honte, c'est quelque chose de très particulier, ce n'est pas tout à fait la même chose que la culpabilité, parce que pour la culpabilité, l'objet est connu, globalement. Pour la honte, c'est quelque chose d'interne, d'intérieur, qui nous habite entièrement, dont on ne connaît pas forcément la raison, mais on sait que ça nous affecte. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous détruit intérieurement. Et donc, effectivement, quand on a honte, eh bien, on va éviter de montrer son existence. On va tout faire pour se cacher, on va tout faire pour ne plus exister aux yeux des autres, bien sûr. Alors, en général, c'est plutôt ça c'est plutôt le comportement qu'on trouve. Mais il peut y avoir l'excès inverse. Ça veut dire que quelqu'un qui a honte peut avoir aussi des excès de comportement tout à fait surprenants, comme l'agressivité ou comme d'autres choses. On peut être dans des extrêmes. La honte, c'est une extrême en termes d'émotions. Mais face à des émotions aussi terribles que celles-là, tous les comportements sont possibles. Ça dépend de l'environnement et de la manière dont est l'enfant et ce qu'il vit surtout. Alors Marilyn revient sur la métacognition qui consiste à réfléchir sur comment on réfléchit et que ça devrait être enseigné. Quels sont les outils utilisés alors avec des enfants du primaire? Ça marche très très bien aussi avec les enfants du primaire. Les enfants comprennent très très bien quand on leur explique la différence entre le système 1 et le système 2. Dès l'âge de 6 ans, dès l'âge du CP, on peut travailler avec les enfants la réflexion. D'ailleurs, quand on imagine, je ne sais pas si certains font ça, mais quand les enseignants font des ateliers philosophiques avec les petits, en CP, voire même plus petits, ce qu'ils découvrent est absolument stupéfiant. Les enfants ont des capacités réflexives extraordinaires. C'est comme si finalement, comme s'ils les perdaient après. Parce qu'on leur donne peut-être moins la parole quand ils grandissent, mais les enfants ont des grandes capacités réflexives, même les petits bouts de chou. Les petits bouts de chou, d'ailleurs, on est tellement content quand on est parent qu'en vers l'âge de 18 mois, de 2 ans, il va poser la première question. Pourquoi? Un enfant qui dit pourquoi, c'est un enfant qui a une capacité réflexive extraordinaire et il ne va pas arrêter de poser des questions et de questionner le monde à partir de ça. Donc, alors évidemment, on ne s'y prend pas de la même manière quand on fait de la métacognition avec des petits bouts de chou ou avec des élèves en terminale. Mais la métacognition commence à partir du moment où l'enfant est conscient qu'il est un enfant, qu'il est un humain. Ouattara revient sur les neuromythes et te pose la question lorsqu'on dit qu'un enfant qui n'a pas acquis le langage à ses 8 ans, est-ce qu'il ne pourra jamais l'acquérir ou est-ce que c'est un neuromythe? C'est un neuromythe, sauf que ça dépend pourquoi il a pas atteint. Enfin, ça dépend évidemment de l'origine. On ne peut pas en faire une généralité. On ne peut jamais faire de généralité. Ce qu'on a souvent cru, c'est qu'effectivement, quand un enfant ne pouvait pas atteindre ce qui était normalement prévu à un âge donné, c'était compliqué par la suite. Il y a des tas de contre-expériences qui prouvent le contraire. Ce qu'on sait aussi au niveau du langage, c'est que, et d'ailleurs, c'est la formidable avancée des neurosciences par rapport à la vision piagétienne qui pensait que l'enfant se développait par stade et que chaque enfant à tel âge était capable de faire telle et telle chose. Ça, c'était des observations, mais on sait que Piaget s'est complètement trompé. Et je crois que si Piaget était vivant, il contredirait sa propre théorie. Je n'ai pas de doute là-dessus, puisque Piaget était biologiste. Mais il n'y avait pas d'IRM, en tout cas pas pour l'école, enfin pas comme on s'en sert aujourd'hui, donc il ne pouvait pas savoir. Mais en fait, les cerveaux sont universels. À la naissance et au fur et à mesure de son développement, il va perdre ses compétences. C'est ce qui lui permet de devenir, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est pour qu'on se comprenne, c'est pour ça qu'il va devenir intelligent. Ça veut dire que son cerveau va à la fois effectivement se connecter, mais à la fois élaguer pour être conforme à son environnement. Et donc, quand un enfant est empêché de faire un certain nombre de choses pour des tas de raisons, sauf si c'est pour des raisons neurologiques ou génétiques, et encore, rien ne l'empêche d'apprendre à d'autres moments de son existence. Mais évidemment, je n'en fais pas une généralité. Il y a certains enfants qui ont des troubles neurologiques trop graves et je n'en fais surtout pas une généralité. Mais pour un enfant qui n'aurait pas de troubles neurologiques ou génétiques, il n'y a aucune raison que les apprentissages tardifs ne se fassent pas. Zora rebondit et demande si on peut déterminer à quoi pense un enfant de moins d'1 an aujourd'hui. Si on peut déterminer à quoi pense un enfant de moins d'1 an?
Non, bah non, parce qu'il n'a pas les mots pour le dire. Donc, c'est difficile. On sait qu'il pense, ça c'est sûr. On sait qu'à l'âge de 3 mois, il est capable de différencier 1 de 2. On sait qu'il est capable à 5 ou 6 mois de maîtriser un peu la proportionnalité. Si vous mettez un bac avec des balles rouges et des balles bleues à un nombre égal et que vous montrez ça à l'enfant, vous cachez après la boîte, vous le remontrez, mais en attendant, vous avez enlevé un certain nombre de balles, il va être surpris. Il ne sait pas compter, mais il voit bien qu'on a enlevé des balles. Donc, il est capable de penser. Est-ce qu'il est capable de penser qu'il pense? Je n'en pense pas. Enfin, je ne pense pas encore, mais il est capable de penser. Il est déjà capable de maîtriser sa langue. À 1 an, l'enfant maîtrise sa langue. Il ne la verbalise pas, mais il la maîtrise. Bien. D'autres questions dans le chat ou de personnes qui souhaiteraient poser des Monsieur questions? Guillaume Bury qui a levé la main. Je crois qu'elle est levée depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Elle n'a pas été abaissée. Excusez-moi. Oui, bonjour. J'ai effectivement une question. J'ai lu le livre de Daniel Kahneman. Donc effectivement, c'est très intéressant. Et justement, de ce que je comprends, votre proposition est justement d'apprendre aux enfants à penser et à voir leur cerveau comme la métaphore des 2 cerveaux, du système automatique rapide efficace et de l'autre qui est lent mais plus efficace à long terme. Mais est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de leur donner les clés pour rendre certaines compétences qu'ils désirent peut-être à un niveau professionnel automatiques et donc à utiliser justement aller du sens opposé, d'automatiser certains éléments. Mais le système 1 n'est pas toujours efficace. Un enfant peut encoder des logiques mathématiques ou autres qui sont inefficaces. C'est tout ce à quoi se confrontent les enseignants dans ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. C'est-à-dire les enfants qui ont encodé, souvent aussi grâce ou à cause de la manière dont on enseigne les choses, mais on encode des choses, on peut encoder des choses qui sont fausses. Et du coup, le cerveau va considérer cette erreur comme réelle. Et ce sont les enfants qui produisent toujours le même type d'erreur. D'ailleurs, c'est très intéressant en termes d'inhibition, de difficulté d'inhibition. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur des chercheurs, donc des physiciens, donc des spécialistes de la physique quand même, et à qui on demande, par exemple, ben voilà, vous avez 2 boules dans votre main, une boule est en bois, une autre est en plomb, vous êtes au 2e étage, vous lâchez les boules en même temps, laquelle arrive en bas la première? Et déjà, le fait de dire laquelle arrive en bas à la première, on laisse supposer qu'il y en a une qui va arriver en bas à la première. C'était toute la difficulté des questions de Piaget par rapport à la logique de raisonnement. Et alors, ceux qui ne sont pas physiciens vont se dire, oui, non, mais forcément, c'est celle qui est la plus lourde qui tombe la première. Et ce n'est pas forcément vrai. Et quand on donne la réponse, oui, bon, c'est une question de frottement de l'air, etc. Alors là, on a le vertige, les gens ne comprennent pas. Et quand on fait des IRM et qu'on pose cette même question à des spécialistes de la physique, on se rend compte que leur cerveau, que la première réponse à cette question-là, il y a 2 boules, une en plomb et une en bois à laquelle tombe la première, on se rend compte dans le cerveau que la première partie qui est activée, en fait, est une erreur, c'est-à-dire que ce qui vient à l'esprit, c'est celle qui est la plus lourde tombe. Et tout de suite, cette réponse est inhibée pour une réponse qui est plus juste. Ça veut dire que ce que l'on encode dans notre cerveau comme information, quand elles sont fausses, ne vont pas se modifier dans le cerveau, elles vont s'inhiber. Et donc, on intègre quelques milliers, plus milliards d'informations, en tout cas quelques millions d'informations essentielles pour la gestion de la connaissance dans notre cerveau, dont certaines sont justes et d'autres fausses. Donc, le système 1 n'est pas toujours efficace. Il peut produire des réponses. C'est d'ailleurs le problème de l'erreur et en même temps l'importance de l'erreur. Donc, le système 1 n'est pas toujours juste. Mais le rôle de l'apprentissage, c'est effectivement que les apprentissages soient pris en charge par le système 1. Mais malheureusement, parfois avec des erreurs qui vont être reconduites. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Je crois qu'on passerait des heures à continuer à t'écouter. Malheureusement, on va être dans l'obligation de clôturer cette conférence puisque une autre arrive dans quelques instants, je crois. Comme l'a dit Michel dans le chat, une bibliographie complète
reprenant les thèmes de cette intervention et de cette semaine seront diffusés à partir de demain. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux. Un grand merci encore, Pascal. Merci à tous. Merci à vous. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et avec tout le monde un peu partout dans le monde. Merci à tous. C'est partagé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Pascal, pour cette semaine, pour ce soir, pour tout ce que tu nous apportes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Et merci, Joseph. Parfait. Merci, je pense que tu vas inaugurer les tours de piste des chefs d'établissement sur ces... Exactement, je les invite à me rejoindre avec plaisir. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci de votre suivi. Vous étiez sur le forum pédagogique de la mission laïque. N'hésitez pas à nous suivre. D'autres rendez-vous encore.